Bonjour à tous, donc bienvenue sur le webinaire du cabinet CBA. Je me présente Maître Georges-David Benayoun, avocat fiscaliste au barreau de Paris. Au sein du cabinet, nous intervenons notamment sur l'expatriation fiscale. Et après avoir passé en revue un certain nombre de destinations dans les derniers webinaires, comme le Portugal, les Émirats arabes unis ou encore Israël, aujourd'hui, on s'intéresse à une problématique liée au départ de France, qui est l'exit tax. Alors, c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre au départ, avec une mise en application pratique encore plus compliquée, mais on verra que c'est un sujet qu'on arrive plutôt à maîtriser, à contourner et souvent à éviter. Alors, c'est quoi l'exit tax? C'est avant tout, lors d'un départ de France, d'un transfert de domicile, c'est d'aller voir quelles sont les plus-values latentes, principalement sur les titres de société que l'on détient. Des titres de société qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Alors, plus-value latente, c'est quoi? C'est parce que c'est plutôt un terme d'avocat fiscaliste. C'est tout simplement le gain latent que vous avez fait sur des titres de votre société. Je prends un exemple. Vous avez participé à la souscription du capital d'une société il y a 10 ans. Vous avez mis 10 000 euros. Aujourd'hui, vous en avez 210 000 euros. Votre plus-value latente est de 200 000. Et on va voir donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir analyser l'exit tax, c'est-à-dire qu'on va regarder pour chaque participation les plus-values latentes. Alors, ça concerne également des créances qui trouvent leur origine dans un complément de prix de société. Alors, c'est plutôt rare parce qu'on essaye de purger ces problématiques-là avant de quitter la France. Et puis, on a aussi les plus-values en report d'imposition. Les plus-values en report d'imposition sont généralement liées au fait que vous avez voulu constituer une société holding, donc une société en apportant les titres d'une autre société, et vous avez bénéficié d'un mécanisme qui vous a permis de ne pas payer de plus-value, ce qu'on appelle donc un mécanisme de report d'imposition. Et du fait du départ de France, ce report d'imposition va tomber et va rentrer dans le mécanisme plus général de celui de l'exit tax. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous parler un peu de l'histoire de l'exit tax. L'exit tax a existé en France jusqu'en 2007, année où la France a été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes parce qu'elle avait un mécanisme qui empêchait ou qui restreignait la libre circulation des personnes en Europe. Et donc, du jour au lendemain, ce mécanisme a disparu. Il a été réintroduit sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Alors, un peu bizarrement, parce qu'il a été réintroduit, et c'est la première fois pour un texte fiscal, dans le cadre d'une interview donnée par François Fillon, où il explique qu'il va réintroduire l'exit tax. Et donc, on a vu un texte sortir plusieurs semaines et plusieurs mois après. Les décrets ont mis quasiment 1 an à sortir, en expliquant que la date de rétroactivité, c'était celle d'une interview, ce qui est un peu particulier. Et à chaque président, nous avons un régime d'exit tax. Donc, on avait un régime d'exit tax avec une durée de 5 ans sous Nicolas Sarkozy. On a l'arrivée après de François Hollande qui, lui, nous fait un mécanisme qui va jusqu'à 15 ans dans certains cas. Et puis, on revient sur un mécanisme avec Emmanuel Macron qui, au départ, nous dit « je vais supprimer l'exit tax ». Et puis, devant le tollé, décide de ne pas supprimer l'exit tax et faire un mécanisme en 2 étapes selon la détention du capital. On va avoir une durée de 2 ans ou de 5 ans. Donc, il y a un petit côté amusant, mais qui est extrêmement révélateur de l'état de la fiscalité française et de l'état de nos administrations, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 régimes qui perdurent. Donc, intellectuellement, vous pourriez avoir quelqu'un qui serait parti sous l'époque Macron et dont l'exit tax, impôt sur le revenu, serait terminé, alors que ceux qui sont partis sous Hollande, l'exit tax continuerait. Donc, on est à proprement parler dans le millefeuille fiscal avec des contraintes
plutôt importantes à respecter. Et vous allez voir que si on ne respecte pas ces contraintes, l'administration vient vous chercher et vous demande de payer les sommes, même si on parle de plus-value latente. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'existence du régime de l'exit tax en France avait existé et revenu. Alors, en soi, ce n'est pas vraiment choquant d'avoir un mécanisme d'exit tax. Et j'aime bien expliquer à mes clients qui s'étonnent de ce mécanisme que lorsque nous, on regarde tout ce qui se passe en fiscalité dans le monde, pour nous, le mécanisme d'exit tax le plus contraignant se trouve dans un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Donc, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, où on a certains États où l'imposition est supérieure à ce que nous avons en France, notamment en Californie, on a un mécanisme d'exit tax extrêmement contraignant. Donc, voilà, la définition, ça concerne les plus-values latentes qui proviennent de titres de société. Les titres de société sont aussi bien des sociétés immobilières, à prépondérance immobilière ou des sociétés à non-prépondérance immobilière. Pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir si les structures à l'impôt société immobilière étaient concernées. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute, elles sont concernées. Et donc, pour rentrer dans ce mécanisme d'exit tax, il faut soit détenir 50% ou plus de 50% d'une société, ou que la valeur globale des titres excède les 800 000 euros. Donc, effectivement, des fois, on a des personnes qui viennent nous voir avec des sociétés qui valent 100 000, 200 000 ou plusieurs millions, mais même à 100 000 ou 200 000 euros, lorsqu'on détient 100% d'une société, on a un sujet d'exit tax. Donc, sur la définition de l'exit tax et le mécanisme, c'est plutôt simple à comprendre. Vous allez voir que ça se complique un petit peu lorsque on va chercher le système du sursis de paiement. Alors, il faut revenir à la définition de l'exit tax. L'objectif est de vouloir taxer ou de vouloir retenir des plus-values latentes sur des titres de société pour éviter qu'une personne quitte la France, bénéficie d'un régime de faveur et puis revienne quelques années après en France. On dit, si vous quittez la France, le jour où vous céderez vos titres, vous aurez une imposition maximale qui sera celle que vous aurez déterminée dans le cadre de l'exit tax. Donc, il est très important de faire attention à la valorisation qu'on donne à la société au moment du départ. Je me retrouve souvent avec des personnes qui veulent absolument surévaluer leur société. Je leur dis, mais c'est un non-sens. On donne la vraie valeur. Et vous allez voir que c'est la somme maximale qui pourrait être demandée par l'administration fiscale. Donc, au moment où on part, l'idée, c'est qu'on n'a pas fait d'opération de cession. On n'est pas liquide. Donc, l'État a prévu un mécanisme de sursis de paiement. Et vous allez voir qu'il fonctionne en deux temps. Premier temps, sursis de paiement de droit. Alors, ça concerne avant tout les pays européens, ce qui est normal parce que sinon, on aurait eu encore une fois une condamnation de la France. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du suivi de l'exit tax, lorsqu'on a un mécanisme de sursis sur option, on doit déposer un dossier avant de partir. Lorsqu'on est sur un mécanisme de droit, sursis de paiement de plein droit, c'est dans la première déclaration qui suit le départ de France qu'on va déterminer l'exit tax et les valorisations. Donc, le sursis de paiement concerne les pays membres de l'Union, puis les pays qui ont conclu avec la France une convention en matière d'assistance et d'évasion. Alors ça, on a vraiment beaucoup de pays qui ont conclu avec la France ce type de convention, et puis une convention en matière de recouvrement. Là, déjà, on a certains pays qui ne font pas partie de cette liste. Donc, dans ce cas-là, on a un sursis de paiement de plein droit. Le sursis de paiement sur option, il va falloir le demander. Et en fonction des pays, souvent, il va même falloir le demander un certain temps avant de partir. Généralement, on va être dans le cas où il va falloir le demander au moins 3 mois avant de partir. Je prends 2 destinations aujourd'hui
où nous, on voit pas mal de départs. Les Émirats arabes unis avec Dubaï et Israël nécessitent de déposer un dossier 3 mois avant de partir. Alors souvent, on a nos clients qui viennent nous voir, qui nous disent ben moi, je pars dans 15 jours, dans un mois, et on leur explique ben non, vous n'allez pas partir. Parce que si vous partez avant le délai de 3 mois, l'administration fiscale peut tout à fait considérer que vous n'avez pas rempli vos obligations et donc va demander et rendre exigible le paiement de la plus-value latente. Alors, quand on parle de quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, ça peut être encore envisageable, mais on peut avoir des dossiers où on parle de centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans ce cadre-là, lorsque le sursis de paiement est sur option, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va aller déclarer les plus-values, calculer le montant de l'impôt. On va expliquer que l'on est représentant fiscal en France au nom de notre client, puisqu'il faut obligatoirement un représentant fiscal. Alors, les représentants fiscaux en France sont généralement que des avocats fiscalistes, très peu d'experts comptables parce qu'on est quand même sur des mécanismes un peu complexes. Et puis, on va donner une garantie. Alors, la garantie que nous donnons, c'est généralement un nantissement sur des parts sociales ou exceptionnellement sur un contrat d'assurance vie. On ne fait jamais de paiement parce que ce n'est pas utile et ça rimerait à rien. Donc, on va donner des garanties plutôt facilement employables qui ne coûtent pas cher et qui ne vont pas poser de soucis. Alors, pourquoi le nantissement de parts sociales? Parce que on a par exemple la holding de notre client ou sa société d'exploitation. On donne un nantissement, ça lui empêche uniquement de céder les titres, mais il peut distribuer du dividende, il prend sa rémunération, il n'y a aucun souci en termes de gestion. L'intérêt du sursis de paiement, c'est que ça va permettre de suspendre l'exigibilité de l'impôt. Et donc, on va avoir un décalage dans le temps pour être tranquille et pour voir comment et à quel moment se réaliserait une éventuelle cession. Parce qu'encore une fois, on ne parle que de plus-value latente. Le sujet sur l'exigibilité de la plus-value latente, c'est que lorsque, par exemple, on dépose aujourd'hui un dossier pour un client qui décide de s'établir à Dubaï, donc on envoie avant la fin juin pour fin septembre pour un départ avant fin décembre, il faut savoir que l'administration fiscale va nous envoyer un avis de mise en recouvrement où il nous explique que c'est un avis de mise en recouvrement qui est suspensif. Cet avis de mise en recouvrement, il va mettre à peu près une bonne année, 1 an à 1 an et demi avant qu'on puisse le recevoir de la part de l'administration fiscale. Parce qu'elle va avoir un sujet de vérification d'informations et c'est plutôt un peu long. Donc, classiquement, si on prend notre exemple du mois d'un départ en fin d'année en décembre, avant la fin de la semaine prochaine, on envoie la déclaration d'exit tax. Alors, comme on connaît bien le service de l'exit tax, on l'envoie, nous, par mail et par recommandé, mais ils nous répondent généralement sous une dizaine de jours pour dire qu'ils acceptent notre dossier et la garantie que l'on a proposée. Ils nous demandent un certain nombre de documents, notamment les projets de nantissement qu'on leur envoie, et puis on signe ça, on va dire, au cours du mois de novembre, pour que tout soit terminé avant le départ de France, au mois de décembre. Et puis, tous les ans, on va avoir un suivi de cette exit tax. Alors, le suivi, il est relativement simple si la personne ne part pas. On doit joindre ce suivi dans l'information dans le cadre de la déclaration d'impôt et on envoie indépendamment ce suivi à l'administration fiscale en recommandé. Vous voyez qu'on a tout un mécanisme un peu complexe et on va voir donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a expiration du sursis de paiement. Alors, le sursis de paiement, il va prendre fin si, premièrement, on ne respecte pas les obligations déclaratives. Tout simplement, c'est quoi? C'est que vous ne faites pas votre suivi.
Alors effectivement, nous, j'ai été contacté par quelques nouveaux clients qui viennent de découvrir que partant tout seuls, ils n'avaient pas fait leur suivi d'exit tax. Donc, on a appelé le service de l'exit tax. Ils sont plutôt compréhensibles parce qu'ils savent que c'est extrêmement technique et puis on a régularisé la situation et ça ne pose aucune difficulté. L'autre cas, ça va être la cession à titre onéreux. Alors là, on va avoir différents cas. D'abord, il faut bien comprendre que l'on parle uniquement de l'exit tax et pas de l'application de la convention fiscale. Parce que si vous avez dépassé le délai de 2 ans, vous dites « super, je n'ai pas d'exit tax ». Sauf que vraisemblablement, vous allez être rattrapé dans le cadre de la convention fiscale qui va exiger que l'impôt soit payé en France. Le véritable intérêt de l'exit tax, on va le voir, il concerne les contributions sociales. Pourquoi? Parce que un non-résident qui vend une participation d'une société française, il est taxé avant tout, d'après la Convention, uniquement sur l'impôt sur le revenu. Donc, le fait d'avoir indiqué, d'avoir mis un exit tax au niveau de l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, ça permet de rentrer les contributions sociales pendant toute la durée jusqu'à une éventuelle cession. Alors, le mécanisme est un peu particulier. Je vais vous prendre tout simplement l'exemple de tout à l'heure où je vous disais, vous avez une personne qui a souscrit des titres à 100 000 euros au moment où à 10 000 euros, au moment où elle part, ça vaut 210 000. Et puis, on va imaginer 2 cas. C'est-à-dire qu'elle vend ses titres dans le délai de 2 ans ou 5 ans. Elle va les vendre plus cher. Imaginons qu'elle les vende 310 000 euros. Au niveau de l'exit tax, elle ne sera taxée qu'à hauteur des 210 000, donc du prix plafond qui est intervenu au moment de son départ de France. Maintenant, elle ne vend pas 310 000 versus 210 000 au moment de son départ de France, mais elle va vendre moins cher. Elle va vendre, par exemple, 150 000 euros, alors qu'au moment où elle partait, ça va aller 210 000. Dans le cadre de l'exit tax, vous allez payer uniquement sur la base du prix de cession réel. Donc, ça veut dire que le prix, l'évaluation est un plancher maximal et qu'après, on va se caler sur la valeur réelle des titres au moment de la cession. Alors là, c'est encore relativement simple, on comprend plutôt bien. Il y a 2 spécificités à préciser. Premièrement, les donations de titres peuvent venir neutraliser le système de l'exit tax. Et puis, il y a un autre mécanisme qu'on emploie souvent, c'est celui de la distribution de dividendes. On reprend notre exemple, vous dites que votre société a une valeur de 210 000 euros. Sauf que vous avez une capacité de distribution et puis vous distribuez 200 000 euros. Donc, votre société, elle ne vaut plus que 10 000 euros. Je vous rappelle que quand vous allez distribuer vos dividendes, comme vous êtes non-résident, ils ne sont taxés à la retenue à la source qu'à 12,8. Alors que le taux d'imposition dans la flat tax est de 30 ou 34% en fonction éventuellement de la contribution sur les hauts revenus. Donc, il est plus intéressant de distribuer que de payer de l'exit tax. Et donc, un des mécanismes employés, et tout à fait légal, est de vider sa société par des dividendes. Donc, on arriverait par exemple à 10 000 euros, puis on va déposer une déclaration en expliquant qu'on liquide la société sur une base de 10 000 euros. Et donc, l'exit tax ne serait dû que sur 10 000 euros et pas sur les 210 000 que l'on avait vus tout à l'heure. Donc voilà, je vous donne un certain nombre d'exemples, mais vous voyez bien qu'il y a des mécanismes extrêmement complexes, mais qui sont aussi nécessaires. Et puis, on a des cas extrêmement différents à chaque fois. Ce qu'il faut retenir de l'exit tax, contrairement à ce qu'on vous explique ici, parce que c'est effectivement la loi telle que on vient nous voir, on nous explique, bon, j'ai un exit tax pendant 2 ans ou 5 ans, puis après, c'est terminé. Ben non.
Et non, parce qu'au bout de 2 ans ou 5 ans, on va vous dégréver la partie de l'impôt sur le revenu. Par contre, vous aurez pendant le restant de vos jours et pendant le temps que vous resterez non résident, un exit tax sur les contributions sociales. Et effectivement, on va diminuer le montant de la garantie au bout de 2 ans et 5 ans pour sortir l'impôt sur le revenu. On laissera toujours l'imposition concernant les contributions sociales. Donc, très important, on a une souscription d'une 2074 ETD qui correspond, on va dire, à la déclaration de départ de France. On va constituer le dossier d'exit tax. Puis après, on a la 2074 ETS qui constitue le suivi d'exit tax tous les ans. Et il ne faut pas l'oublier, il faut se poser toutes les questions. Après, vous avez des difficultés parce que typiquement, là par exemple, nous venons de faire passer un Français qui vivait aux États-Unis, on vient de le faire passer aux Émirats arabes unis. Quand il est parti aux États-Unis, lui, il n'avait pas la contrainte de l'exit tax avec les garanties. Donc, lorsqu'on prévient l'administration fiscale de son départ aux Émirats, on doit effectivement, à présent, constituer des garanties. Au même titre, si une personne transférait son domicile fiscal de Dubaï, Émirats arabes unis, au Portugal, on va avoir des mécanismes différents. On pourra demander à l'administration de mettre fin au mécanisme du nantissement ou de la garantie que l'on aura donnée. Donc, voilà ce que je souhaitais vous expliquer ce matin. Je vais regarder si nous avons quelques questions. On avait une question concernant la convention avec les Émirats arabes unis, mais j'ai répondu. Donc, je pense qu'il n'y a pas de question particulière. Retenez vraiment l'obligation, lorsque vous détenez plus de 50% ou 50% ou plus d'une société à l'IS en France, ou lorsque vous avez une valeur supérieure à 800 000 euros, l'obligation de souscrire une déclaration d'exit tax qui dépendra de votre état de destination. Soit vous n'aurez pas à donner de garantie, ça se fera dans la déclaration d'impôt qui suivra votre départ de France, soit il faudra le faire préalablement à votre départ de France. Et puis, suivre tous les ans. Encore une fois, si vous ne le faites pas, vous risquez que l'administration vienne vous voir et vous explique vous n'avez pas déclaré d'exit tax, alors vous auriez dû le faire. Donc, vous ne pouvez plus constituer de garantie, on vous demande le paiement. Alors, ce n'est pas anecdotique puisque j'ai déjà géré des dossiers comparables où, pour le coup, l'administration est beaucoup moins flexible et explique que la personne devait connaître les dispositions applicables. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci.